Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand entretien « Oh les beaux jours ». Vous, dont tant de titres, de romans et de chapitres sont des citations, des emprunts. Vous avez coutume de dire que vous écrivez des livres avec d'autres livres, avec des chansons également. Votre premier roman, Raies de cœur, a été publié en 1996, il y a 27 ans, chez POL. Votre éditeur historique, dont le festival célèbre les 40 ans. Nous parlerons de ce lien un peu plus tard avec Frédéric Boyer, le directeur des éditions POL, qui nous rejoindra. POL qui publie également les romans que vous écrivez sous le nom de Rebecca Liguieri, une deuxième identité d'écrivaine dont nous parlerons bien sûr, tout comme nous parlerons de votre lien à Marseille, où vous avez vécu 23 ans. Mais d'abord, et comme une introduction, Emmanuel Baya-Mactam, plutôt que de citer tous vos livres les uns après les autres, je vais citer la première phrase de certains de vos livres, signés Emmanuel Baya-Mactam, pour tout de suite entendre votre langue, cette écriture que l'on retrouve dans vos romans, des romans singuliers mais qui résonnent entre eux, par des thèmes, des personnages, un regard sur le monde et sur les humains. Je ne savais pas que la vie serait aussi triste. Ça, c'est la première phrase de Raies de cœur. Chère opinion mondiale, je voudrais t'informer du fait méconnu numéro 1. On n'est jamais grosse sans être un peu une héroïne. Ça, c'est Une fille du feu. De toutes les femmes du bus, je suis la seule à être un homme. La princesse 2. Quand ma grand-mère tente de refermer les cuisses, la sage-femme l'en empêche et entreprend de bouchonner sans ménagement son périnée endolori. Si tout n'a pas péri avec mon innocence. L'un des grands avantages de la négligence parentale, c'est qu'elle habitue les enfants à se tenir pour négligeables. Ça, c'est je viens. Nous arrivons dans la nuit, après un voyage éprouvant dans la Toyota hybride de ma grand-mère. Il a quand même fallu traverser la moitié de la France en évitant les lignes à haute tension et antennes relais, tout en endurant les cris de ma mère, pourtant emmaillotée de tissus blindés. Arcadie. C'est mon père qui a créé l'église de la 13e heure, et si elle compte moins d'adeptes que celle du 7e jour, c'est une injustice que le temps se chargera de réparer, car je tiens à dire que notre religion est à la fois beaucoup plus libre, beaucoup plus inventive, et surtout beaucoup plus poétique que celle des adventistes. Ça, c'est le début de la 13e heure. La première phrase d'un roman, Emmanuel Baya-Mactam, est-elle une évidence pour vous ? À quel moment de l'écriture arrive-t-elle ? Alors, moi, en principe, je commence par la première phrase, mais il arrive que ça se passe autrement. Et vous avez cité le début de La Princesse 2, de toutes les femmes du bus, je suis la seule à être un homme. Phrase que je trouve vraiment très réussie. Et qui, elle, n'est pas arrivée que du tout comme une évidence. Hein. Je l'ai trouvée chemin faisant et je l'ai déplacée en préambule. Mais en principe, c'est pas comme ça que j'écris. Moi, je commence par la première phrase et je termine par la dernière. Donc ça veut dire que quand vous commencez, vous connaissez déjà la fin. Parce que souvent on a l'impression... Ah non, mais parce qu'on a pourtant souvent l'impression que le narrateur ou la narratrice connaît déjà la fin de l'histoire. Non. Alors, quand j'écris et publie sous mon nom, je pars avec 3 fois rien. Je peux partir avec un hémistiche de Rimbaud, hein, Pauvre mort dans l'herbe, dans ta joie. Ça m'a inspiré tout le livre premier, Pauvre mort. Je suis partie avec un poème de Michaud, et moi, ça me suffit. Hein. Je pars avec ça, et ensuite, je prends ce qui se présente. Enfin, je maîtrise, hein, je jugule, évidemment. C'est moi qui tiens les rênes, mais je ne sais jamais à l'avance de quoi va être fait le livre que je commence. Ce que l'on entend aussi avec ces premières phrases, c'est le jeu, c'est la prise de parole, où vos personnages, vos narrateurs, narratrices prennent la parole. Qu'est-ce que vous aimez avec cette écriture à la première personne ? Alors c'est vrai que j'ai le même dispositif pour tous mes romans, c'est-à-dire un récit à la première personne et généralement on présente de l'indicatif, parce que ça induit une empathie entre mes personnages et moi, les lectrices, les lecteurs et mes personnages. Ça permet de rentrer dans le psychisme des psychismes un peu singuliers et de faire parfois adhérer les lectrices et les lecteurs à des discours étranges, des discours répréhensibles, des discours singuliers, des discours déjantés. En tout cas, je pense n'avoir jamais écrit quoi que ce soit à la troisième personne. Ouais.
La vie est mal faite. On retrouve souvent cette phrase dans vos livres, Emmanuelle Baya-Mactam, ou sa variante « si la vie était bien faite ». Peut-on dire que l'une des choses qui rassemble beaucoup de vos personnages, c'est qu'ils le savent, et ils le savent depuis le plus jeune âge, que la vie est mal faite? Oui, alors c'est drôle, c'était une plaisanterie entre Paul Oczakowski-Laurence, mon éditeur au début, et moi, c'est que je lui disais que j'écrivais des récits qui illustraient et vérifiaient ce que j'appelle les lois ineptes de l'existence. Le fait que finalement, il y a des individus plus mal lotis que d'autres et qu'en général, ils cumulent un peu les stigmates. Donc oui, j'ai souvent des personnages qui vont... qui sont un peu disgraciés physiquement ou qui naissent dans des familles maltraitantes et toxiques ou dans des milieux sociaux un peu déshérités et à qui va arriver toutes sortes d'horreurs. Et qui sont souvent très lucides aussi vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes. On se résigne toujours trop vite à être une poubelle, dit Farah dans votre roman Arcadie. Ouais. Et elle nous parle aussi, Farah, dans cette fin de roman, de la certitude qu'elle a que l'infraction doit primer sur la norme et de la conviction qu'il ne peut y avoir de vie qu'irrégulière et de beauté que monstrueuse. Est-ce que ça n'est pas un peu un résumé de ce sur quoi vous écrivez, de ce qui vous intéresse, Emmanuelle Baya-Mactam, l'infraction qui prime sur la norme et les vies irrégulières et les beautés monstrueuses? Oui, alors c'est vrai que moi, je recrute un peu mon personnel romanesque dans les marges et j'ai souvent des personnages effectivement irréguliers, marginaux, déviants. Et je ne sais plus, j'ai un peu perdu le fil de ma réponse. Et il me semble qu'avec des personnages comme ça, qui sont parfois à la limite du monstrueux, on questionne de façon salutaire les normes, les standards, le monde comme il fonctionne ou comme il dysfonctionne. Et voilà, le fait d'avoir comme ça des personnages qui échappent un peu aux assignations ou qui sont... je répète, marginaux, me permet de les balader sur l'échiquier social un peu comme des électrons libres et d'amener, j'espère en tout cas, du relativisme et du questionnement sur la façon dont nous intégrons des choses qui nous oppressent et qui nous aliènent. Alors, je l'ai dit, il y a des personnages récurrents dans vos romans, des personnages qui reviennent dans plusieurs livres, ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait différents. Alors, par exemple, il y a Farah, donc, que j'ai déjà cité. Que pouvez-vous nous dire d'elle, de Farah? Qu'est-ce qu'elle a de permanent? Alors, avant de parler de Farah, je voudrais parler effectivement du fait que moi, j'ai des personnages qui reviennent de livre en livre, en tout cas ceux que je publie sous mon nom. Et par exemple, j'ai Daniel qui est présent dans Ré de cœur et qui m'a suivi dans quasi tous mes romans. Il est central dans La Princesse 2, mais il est aussi dans Je viens. J'ai Nelly, j'ai Sharon, et effectivement, je les prends. Alors, ce sont des personnages je conserve des invariants. Par exemple, Nelly est toujours très vieille, très riche et très blonde. Sharon est toujours très belle, très grosse et avec des origines. Bon, on ne sait pas très bien lesquelles, mais là encore, qui questionne. Et Farah, elle n'est revenue que dans 2 livres, et dans Arcadie et dans La 13e heure. Et Farah, elle est, alors je la saisis entre 6 et 20 ans, on va dire, et elle est très intelligente, très lucide, très radicale, un peu loupée physiquement, et intersexuée. Et ça, c'est pareil dans Arcadie et dans La 13e heure. Mais je la place dans des configurations familiales, géographiques et sociales qui sont différentes d'un livre à l'autre. Dans Arcadie, Farah vit donc à Liberty House, cette communauté de l'amour conduite par Arcadie et ouverte à tous ceux qui sont du côté de l'infraction plutôt que de la norme, on peut dire ça. Elle y est arrivée avec ses parents et sa grand-mère, principalement au départ pour protéger sa mère, électrosensible et angoissée de tout, d'où les tissus blindés de la première phrase. Dans La 13e heure, nous retrouvons en effet Farah dans une communauté, La 13e heure, qui a été fondée par son père. Son père Léni, qui vit pour et par la poésie, mais la mère de Farah est, au début du roman, un mystère. Et nous allons vous entendre, Emmanuelle Baya-Mactam, lire une partie d'un chapitre de La 13e heure. On est encore au début du roman. Et le chapitre est intitulé « Tout sur ma mère ». Tout sur ma mère. Je pourrais m'estimer à moitié orpheline, mais d'une, ma mère est sans doute vivante,
Et de deux, je n'ai manqué de rien, vu que mon père a été mieux qu'une mère. Ou plutôt mieux que toutes les mères que je connais. Un échantillon sans doute trop faible pour être statistiquement significatif, mais je m'en moque. Pour une mère acceptable, il y en a 10 qui sont folles à lier et qui transmettent cette folie in utero, sans parler des dégâts qu'elles opèrent par la suite. Et les pères ne sont pas mieux. Ils sont même généralement pires. Je peux m'estimer heureuse que le mien soit patient, doux et tendre, sans compter que notre congrégation vaut bien toutes les familles. Sans être une spécialiste du lien biologique, j'ai quand même un oncle et des grands-parents, ce qui me permet d'affirmer que le sang est certes plus épais que l'eau, mais que contrairement à elle, il n'a aucune propriété désaltérante, aucune vertu lustrale, bref, aucun autre intérêt que de véhiculer les tares et de perpétuer les névroses. Si j'ai déjà parlé du manque d'imagination de mes grands-parents paternels, sachez qu'il s'agit du moindre de leurs défauts. Défauts qu'ils se sont évertués à transmettre. Rencontrant plus de succès avec Kenny qu'avec Lenny, mais ça, c'est une autre histoire. Le sang a beau être un remarquable réservoir à troubles mentaux, ainsi qu'un bouillon microbien notoire, c'est au nom du sang que se commettent toutes sortes de crimes, à commencer par les crimes d'honneur, oxymore, qui peinent à en dissimuler la barbarie. Et il a beau être le plus petit dénominateur commun entre des individus qui gagneraient beaucoup à ne pas se fréquenter, il continue à être abusivement surestimé et à justifier des préférences et des comportements aberrants. Moi-même, sachant ce que je sais sur cette aberration, je n'ai jamais pu m'empêcher de questionner mon père au sujet de ma mère biologique. Elle était comment ? Ta mère ? Oui. Jolie ? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas ? Tu devais bien la trouver jolie, non ? Ça ne m'intéresse pas, ces trucs, jolie, pas jolie, ça ne veut rien dire. Pourquoi elle t'a plu, si tu la trouvais pas jolie ? Je n'ai jamais dit qu'elle m'avait plu. Pourquoi vous m'avez eu alors ? On s'aimait. Mais qu'est-ce que tu aimais chez elle exactement ? Je ne lui demande pas ce qu'elle aimait chez lui, parce que sa modestie l'empêcherait de me donner la bonne réponse, qui ne tient pas à l'addition de ses multiples qualités, mais plutôt à une mystérieuse force de séduction, comme si quelque chose de sa générosité et de son courage exceptionnel venait transcender un physique agréable, mais somme toute ordinaire. Elle était brune, blonde. Il me regarde, comme si de toutes les questions possibles, celle-ci était de loin la plus incongrue ou la plus difficile. Tu sais, on n'est resté qu'1 an ensemble. Et alors ? 1 an, ça suffit pas pour savoir si les gens sont bruns ou blonds ? Je ne suis pas physionomiste. Inutile de dire qu'il n'a pas plus de photos qu'il n'a de souvenirs, et ce n'est qu'en le harcelant sans relâche que j'ai fini par savoir que ma mère s'appelait ou se faisait appeler Hind, qu'elle était de taille moyenne, qu'elle avait les yeux marrons, qu'elle se décolorait les cheveux, qu'elle aimait les animaux et que sa couleur préférée était le rouge. C'est aussi la mienne. Je dois tenir ça d'elle, mais impossible de dresser le début d'un portrait robot à partir d'informations aussi imprécises. J'en suis réduite aux conjectures sur cet amour dont je ne doute pas qu'il a dû être aussi romanesque que passionné. Mon père a beau détester les romans, je le vois mal accepter d'avoir un enfant avec quelqu'un qu'il n'aimait pas au-delà du raisonnable. Précisons que l'Église de la 13e heure prône la restriction démographique et que sans être favorable à l'avortement, elle le juge préférable aux naissances malvenues. Pour que je vienne au monde, il a donc fallu que mon père passe outre à son propre enseignement, ce qui fait de moi l'enfant de sa folie, ou plutôt l'enfant de leur folie à tous les deux, ce tourbillon de désirs irrépressibles et d'oubli momentané de notre 10e commandement, « Tu ne procréeras point ». Et si je suis personnellement décidée à observer cette prescription, je n'en suis pas moins heureuse qu'elle ait été bravée par mes jeunes parents inconséquents. Lors de nos soirées karaoké, je demande souvent à ce que soit chanté le tourbillon de la vie, tandis que les fidèles l'entonnent. Je rêve aux yeux d'opale de ma mère, à ses bagues, à ses bracelets et à son curieux sourire dont il me semble avoir hérité. Car faute de la connaître,
ou de disposer de données sûres, je me suis bricolée toute seule la moitié de mon patrimoine génétique. J'ai commencé par entrer son prénom dans un moteur de recherche, une piste qui a tourné court, car Hind signifie groupe de chameaux, et je ne voulais pas de ces vilaines bêtes dans mon arbre généalogique. Je voulais bien être à moitié arabe, par contre, mais mon père a douché mes ardeurs. Elle était arabe, ma mère ? Pas que je sache. Hind, c'est arabe ? Peut-être, mais pas ta mère. Elle était quoi ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Elle était de quelle origine ? Je n'ai pas plus tôt posé ma question que je la regrette. Dans ma communauté, les origines, c'est comme l'apparence physique, ça n'existe pas. Je reste donc avec ce prénom qui ne veut rien dire, et ma mère, ni blonde, ni brune, ni grande, ni petite, dans son caravansérail imaginaire. Un autre jour, par désœuvrement ou acquis de conscience, je tape « 1 an d'amour » sur le clavier de notre ordi. Peine perdue. Tout ce que j'obtiens, c'est une liste de SMS d'anniversaire que je lis et relis dans une sorte de vertige écœuré. Déjà 365 jours que je t'ai offert mon cœur, tu es mon oxygène, merci d'être dans ma vie. J'espère que ce n'est que le début de notre nous. Je ferai tout pour que notre bonheur à deux soit sans fin. Sans toi, une part de moi n'existe pas. On sent bien qu'au bout d'1 an, le sentiment qui domine, ce n'est plus l'amour, mais la peur, celle de manquer d'air et de cesser d'exister. Quelques recherches plus loin, je tombe sur une vidéo dont le titre en espagnol me paraît plus prometteur que la flopée de messages romantiques régurgités par Google. Un año de amor. Au bout de 10 secondes, c'en est fini de moi. Le frémissement d'un rideau de perles m'a ravie au monde et précipitée dans l'extase. Sans compter que j'ai retrouvé ma mère et qu'elle est sublime. Pour comprendre la confusion qui s'établit dans mon esprit, il faut se rappeler que j'ai 9 ans au moment de ces premières investigations. Mes idées s'éclairciront par la suite, mais pour l'heure, je me contente de fondre d'amour filial devant cette jupe en lamé rouge et ce chignon d'un blond aussi fou que mes espérances. En fait, j'ai dû regarder 150 fois cette vidéo quand j'écrivais la 13e heure, parce qu'en fait, le passage qui suit, celui que vous m'avez fait lire, c'est la description de Miguel Bosé chantant Un año d'amor. Et il y a tout ce que j'aime chez Almodovar. Enfin voilà, j'ai une passion pour son cinéma, et voilà, si j'avais dû faire des films, je pense que ça aurait ressemblé à Talon Aiguille. Et donc effectivement, Farah s'imagine que Miguel Bosé est sa mère. Et elle a un rendez-vous quotidien de 3 minutes tous les jours, 21 c'est ça. Avec elle, soit la durée de la vidéo. C'est ça. Et de fait, quand la mère de Farah reviendra dans sa vie, vous verrez qu'elle ressemble pas mal à Miguel Bosé. En tout cas, elle aura la même petite jupe en lamé et ce chignon banane. Ce qu'on comprend, ce qu'on entend aussi dans l'extrait que vous avez lu, Emmanuel Baya Mactam, c'est que, et qu'on retrouve dans vos romans plus largement, le moment sur les liens du sang, c'est-à-dire qu'il y a la famille du sang, mais il peut y avoir d'autres familles, il peut y avoir d'autres filiations. On peut aussi se choisir une famille, on peut choisir une mère, on peut choisir une famille peut-être plus vraie, peut-être plus enviable aussi. Alors, ma famille est dans la salle, donc je vais peut-être pas non plus épiloguer sur le lien biologique. Mais de fait, j'ai souvent des personnages, d'abord des enfants qui grandissent dans des familles élargies, effectivement dans des communautés comme dans Arcadie ou dans la 13e heure, et qui finissent par s'en émanciper de toute façon et par se choisir des pères et des mères d'adoption. Par exemple, dans Si tout n'a pas péri avec mon innocence, l'héroïne Kimberly est persuadée d'être la fille de Baudelaire et de Patti Smith. Voilà, j'ai souvent effectivement ces filiations fantasmatiques. Elle en est persuadée, mais ça tient presque un peu de la survie pour elle aussi, vu la famille dans laquelle elle est. Kimberly, elle rencontre Baudelaire en CE1, et c'est une révélation. Baudelaire m'est devenu très cher et infiniment plus proche que n'importe quel membre de ma tribu ardente. Là, c'est très explicite dans ce livre Emmanuel Baya Mactam, mais globalement dans vos livres, il y a souvent des personnages de lecteurs, de lectrices, pour qui les auteurs, les textes sont des compagnons indispensables à la vie.
c'est votre cas aussi, je crois, Emmanuel Mbanyamaktam, en l'occurrence, et notamment Baudelaire a joué un rôle, non? Oui, ouais. Alors effectivement, je crois que ma façon d'être dans l'autofiction, même si bien sûr ceux qui me lisent savent que j'en suis quand même très loin, ou ma façon d'être dans le roman spéculaire, ça n'est pas du tout d'avoir des personnages d'écrivains. Je pense n'avoir jamais eu de personnages d'autrice ou d'auteur. En revanche, j'ai souvent des personnages de lectrice ou de lecteur, enfants ou ados. Et bon, j'aime beaucoup Baudelaire, enfin qui n'aime pas Baudelaire, et j'ai toujours été convaincue aussi que si je l'avais connu, si nous avions été contemporains, je pense que je l'aurais rendu très heureux et que nous aurions été très proches. Donc je me sens vraiment des affinités et une familiarité avec Baudelaire, mais avec Nerval aussi. Je pense que j'aurais sauvé Nerval de la folie. Malheureusement, voilà, la vie est mal faite. Et mais je pense que c'est vrai pour tous ceux, et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, pour qui la lecture a été une expérience décisive et radicale et déterminante comme elle a été pour moi. Je me sens effectivement, j'ai l'impression d'avoir des frères et des sœurs en écriture, en poésie, Emily Dickinson, Shakespeare, Baudelaire, Proust, Nerval et bien d'autres. Dans le livre, donc Si tout n'a pas péri avec mon innocence, c'est très clair. Ça l'est aussi dans la 13e heure, ce rapport au texte, puisque donc il y a Farah qui vit de romans, Lénie qui vit par la poésie, et Inde qui vit avec les chansons. Il y a une chanson pour ça, dit-elle souvent, pour expliquer une émotion, une situation, un état. Alors toutes ces références qui sont partout dans votre œuvre, qui sont les titres des livres, les titres des chapitres, mais aussi dedans, parfois elles sont claires, c'est vraiment des références, et puis des fois elles sont fondues dans l'écriture. Vous les avez toutes en permanence avec vous, c'est vos compagnons justement, ou est-ce que des fois vous allez chercher une œuvre ou un texte pour dire ah oui, là c'est ça qui va avec? Oui, alors c'est vrai que moi je sample en fait dans l'écriture, c'est-à-dire que j'importe des échantillons de textes qui ne sont pas de moi, hein, mais ça représente 1% de la masse globale. Enfin, je suis pas non plus dans le plagiat. Alors, il y a des textes qui sont avec moi pour la bonne et simple raison que ce sont des textes patrimoniaux. Enfin, évidemment, voilà, que ce soit l'éducation sentimentale, la princesse de Clèves ou les fleurs du mal, je les ai enseignés, je les connais, parfois j'en connais par cœur. Donc ils sont là, j'ai pas besoin d'aller très loin pour les convoquer. Parfois, quand même, je vais vérifier telle ou telle référence. Et par ailleurs, quand je suis dans l'écriture, quand je suis immergée dans l'écriture, je vais tomber sur les bons textes. Il y a une espèce de hasard objectif qui fait qu'il y a aussi des références qui vont venir à moi, ou en tout cas qui vont nourrir le livre en cours. Donc voilà, il y en a que je connais par cœur et d'autres qui sont moins familières, mais tout ça fait mon livre. Dans la 13e heure, il y a donc 3 narrateurs différents, Farah, Lénie, puis Hind, la fameuse Hind. C'est quelque chose, ça aussi, qu'on retrouve dans plusieurs de vos livres, cette construction avec différents narrateurs. Ça nous amène, alors ça c'est une impression de lecteur, de lectrice, mais à réviser nos jugements quand on serait tenté d'en avoir. Ça nous fait reconsidérer des personnages qu'on avait peut-être jugés un peu vite. Et puis on se dit aussi, en fait, on croyait qu'on la connaissait, puis en fait non, pas du tout. Ou pas complètement. C'est ça qui vous intéresse justement, ce côté de nous empêcher de juger en fait. Alors oui, de toute façon, comme j'ai des personnages qui sont parfois pas ambivalents ou pas très sympathiques, il vaut mieux que le lecteur suspende son jugement le temps de la lecture. Mais c'est vrai que d'avoir des narrateurs successifs, d'être dans une espèce de choralité et je fais en sorte que c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure à propos d'empathie, quoi. Le fait d'avoir des récits à la première personne font qu'on va adhérer à la version des personnages, quand bien même ces versions d'ailleurs se contredisent. Et ça permet parfois une espèce de rédemption ou de rachat d'un personnage. C'est le cas dans la 13e heure. Inde, elle est parlée avant de parler elle-même. Elle est d'abord comme une espèce de lacune dans le récit de sa fille, qui ne la connaît pas. Puis le récit de Lénie qui raconte un abandon, un chagrin d'amour, elle est présentée sous un jour à la fois très séduisant et très inquiétant. Et ensuite elle parle, et je pense que à ce moment-là, on entend sa version et peut-être que on va finir par comprendre l'incompréhensible, à savoir qu'elle est abandonnée, par exemple, à un nouveau-né de quelques jours, ce qui est le cas dans la 13e heure.
Cette construction-là, on la retrouve dans Je viens. Oui. On a d'abord Sharon, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, puis sa grand-mère Nelly, puis sa mère Gladys. Alors Sharon, donc, c'est aussi un personnage récurrent. Dans Je viens, elle a été adoptée par Gladys et Régis. Rappelez-vous de la première phrase, l'un des grands avantages de la négligence parentale, c'est qu'elle habitue les enfants à se tenir pour négligeables. Donc ça vous donne une idée du comportement de Gladys et Régis. Et puis, il y a Nelly, la grand-mère, dont vous nous avez aussi parlé. Nelly, qu'on retrouve aussi dans plusieurs livres, qui est vieille, donc qui est très riche, qui a été sublime et qui ne l'est plus. Et on va l'écouter, Nelly, le début de sa partie, de Je viens, donc partie qui est intitulée Les temps difficiles. Vous allez nous lire le début. C'est une blague. Voilà ce que je me dis tous les matins, depuis plus de 20 ans, en me regardant dans la glace, sous l'éclairage pourtant flatteur de ma salle de bain. Heureusement que, passé un certain âge, Dieu nous envoie la presbytie. Et puis quand la presbytie ne suffit plus, l'Alzheimer prend le relais, ce qui fait que l'un dans l'autre, nous ne serons jamais tout à fait conscients de l'étendue des dégâts. Mais même avec cette faible conscience, même avec cette acuité visuelle amoindrie, et cette tête qui n'y est plus vraiment, je n'en reviens toujours pas, et je m'y fais encore moins. Je ne sais pas quand a eu lieu l'entourloupe, l'opération d'escamotage qui a substitué un monstre asexué à la beauté blonde, ingénue et radieuse que j'ai été. Mais le résultat est là, et il accablerait n'importe qui. Le pire, c'est qu'il faut malgré tout que je m'occupe de moi, que je me donne les premiers soins, le maquillage, le brushing, sans compter le lifting cervico-facial, les séances de mésothérapie et les injections de Botox dans la ride du lion et le sillon nasogénien. Mais autant que ça se sache et que les jeunes générations soient averties, rien n'y fait. Avec un lifting, on a l'air d'une vieille au menton pointu. Avec le Botox, on a l'air d'une vieille au front lisse. Rien n'y fait. Mais on fait tout quand même, et moi la première. Le jour où j'arrêterai, je serai morte, à moins que je ne le sois déjà, et je pourrais le croire à voir la façon dont les regards me traversent, moi qui les attirais tous en d'autres temps qui me semblent hier. Hier encore, j'avais 20 ans. Et les hommes se battaient pour mettre le monde à mes pieds, j'aurais pu être princesse, Begum, Maharani. Que dire ? Les hommes sont restés à leur tour de contrôle, mais je suis sortie des écrans. J'ai échappé à leur radar. Ils ont beau avoir 70, 80 ans, ils continuent à mettre le monde aux pieds des femmes. Simplement, je n'en suis plus une. D'ailleurs, poil rude et voix de rogome aidant, je me suis mise à leur ressembler, moi qui ai incarné la féminité pour 2 générations de spectateurs transis d'amour. Comme il faut bien que vieillesse se passe, j'attrape quand même éponge et houppette pour parer aux outrages du temps. Mais c'est sans conviction ni plaisir. Moi qui en ai tant pris à me faire belle, en d'autres temps qui me semblent hier, mais dont les autres ont bien du mal à se figurer la réalité glorieuse, à commencer par ma petite fille, qui n'est ma petite fille que de nom. Elle a beau avoir grandi dans ma légende, avoir vu tous mes films et feuilleté tous les magazines qui se sont repus de ma chair des années durant, elle n'a aucune idée de ce qu'ont pu être ma beauté et mon pouvoir. La petite fille, c'est Sharon, donc. Nous voulions vous entendre lire cet extrait, Emmanuel Bayamektam, car s'il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents, d'adolescentes dans vos romans, il y a aussi des vieilles et des vieux. C'est la bascule qui vous intéresse, finalement, que ce soit la puberté ou la vieillesse ? Alors oui, c'est vrai que je suis un peu gérontophile et que j'ai souvent des vieilles et quelques vieux dans mes récits. J'en ai un même qui s'appelle Pauvre mort et qui est raconté par une octogénaire, Renée, une Marseillaise d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, même si je la fais vivre à Paris par la suite. Et donc le projet de Renée, c'est de se payer un peu de bon temps avant de se faire empailler. Et donc je n'ai pas que des narrateurs et narratrices de 15 ans, mais effectivement, dans la mesure où j'incarne beaucoup mes personnages et où je m'intéresse au corps et au visage et au physique, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de parler de la puberté, des métamorphoses qui interviennent à ce moment-là, et de parler effectivement du grand âge et de ces autres métamorphoses tragicomiques voilà. Avec effectivement les corps, alors la description des corps,
C'est pas juste une vague description, quoi. C'est très précis. C'est les cheveux. C'est la bouche, très souvent. Vous écrivez beaucoup sur les bouches. Oui, j'ai une obsession pour les bouches, c'est vrai. Ouais. Les cuisses aussi, beaucoup les cuisses. Oh, vous êtes une bonne lectrice. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, que ce soit des jeunes, des vieux, que ce soit des très très gros, des très très grosses ou des très très maigres, il y a aussi beaucoup des rachétiques, voilà. Tout ça est fait avec la même précision et avec le même appétit, si je puis dire, je sais pas. Dans l'écriture, en tout cas, on voit que vous vous y mettez autant d'ardeur, autant d'application, autant d'envie, quel que soit le corps en question. Oui, c'est vrai. Alors après, mon idée, enfin celle que je fais circuler un peu de livre en livre, c'est que tous les corps et tous les visages sont susceptibles d'être désirés, et je fais en sorte que mon écriture soit désirante. Et j'espère, par exemple, dans la description que je peux faire de Nelly, donc personnage récurrent, donc présente dans Je viens, mais aussi dans La 13e heure, cette espèce de vieille vampe fanée. J'espère la rendre aimable, désirable et attirante en dépit du délabrement, effectivement, de son visage et de son corps. Oui, j'y mets le même appétit et tous les corps m'intéressent. Parce que effectivement, au-delà de la beauté, la laideur, ceux qui aimantent les regards ou ceux qui au contraire rebutent, il y a le désir. Et en fait, ça met aussi un peu du trouble dans cette espèce de binarité de beau-laid, parce que Sharon, par exemple, qui est très grosse et que c'est parents dans Je viens en horreur, elle est magnifique, parce que Farah, qui est ni homme ni femme, qui est un peu ratée à la naissance, comme vous avez dit, attire tout le monde, sauf les mâles alpha et les bonnes meufs, mais ça c'est 1% de la population, comme c'est dit dans Arcadie. Donc en fait, le désir, c'est quand même autre chose que ce que renvoie le miroir, non ? Oui, alors bon, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais en tout cas... clairement, il faut aller chercher ailleurs que dans ce qui nous est présenté comme désirable, à savoir effectivement le corps jeune, beau, sain, musclé. Et moi, j'ai souvent des personnages un peu disgraciés, à la limite du monstrueux, ce qu'est Sharon, hein, mais ce qu'est Arcadie aussi, puisqu'Arcadie, c'est aussi un de mes personnages récurrents, c'est pas seulement le titre d'un roman. Et ces personnages sont par ailleurs tellement aimants et désirant eux-mêmes qu'ils en deviennent aimables et désirables. Bon, bref, enfin, je sais pas si je m'embrouille un peu. Alors, pour poursuivre, on va entendre quelqu'un qui va nous parler de vous, oui, de votre écriture, de ce que vous avez fait ensemble, oui, et de Marseille, quelqu'un que vous connaissez très bien et depuis longtemps. C'est l'artiste plasticien, auteur de bande dessinée, Jean-Marc Pontier. C'est une longue et vieille histoire, on va dire, puisque avec Emmanuel, on s'est rencontrés à la fac de lettres à Aix-en-Provence. Ça s'est fait comme ça, parce que nous avions des goûts communs, et surtout, elle écrivait déjà, je dessinais déjà, et puis un jour, on s'est dit, tiens, on va créer une association qui s'appelle toujours Autres et Pareils. C'est d'ailleurs Emmanuel qui avait trouvé ce nom qui est pris chez Beckett, je crois, pour exister un peu, pour montrer ce que nous faisions. Je me souviens qu'elle m'avait proposé à l'époque déjà, pour illustrer une nouvelle qui s'appelait Abordage par les créatures, qui racontait déjà une errance d'une personne un peu androgyne déjà, qui s'appelait Thérèse, mais on l'appelait 13, comme le chiffre 13. Et il y avait déjà cette ambiguïté un peu dans les genres. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est dans le style, dans l'écriture, où il y avait déjà une maturité, des choses qui ont perduré par la suite. Sur les thématiques, le transgenre, la cellule familiale, très prégnante, très importante, avec des modèles, on va dire, ascendants très forts. Elle avait fait notamment un livre qui s'appelait à l'époque Pauvre mort, que j'avais beaucoup aimé, qui était sur l'image de la grand-mère. Et voilà, il y a la famille, les références littéraires qui étaient déjà très présentes dès le début. Ce mélange des genres qui peut mêler dans la même page des passages très poétiques qui visent au sublime, et à côté quelque chose de très trivial, voire de très drôle, ou de très populaire, des emprunts à la chanson française,
Oui, voilà, ça peut aller du Michel Sardou, la référence, à Baudelaire, Hugo ou Antonin Artaud. Voilà, on a toujours aimé travailler ensemble, mais la vie fait que, on se dit bon, on va le faire. Et puis, il y a quelques années, on s'est vus à Strasbourg. Je vivais à Strasbourg à l'époque et Emmanuel était invité pour un festival. Et donc là, on a commencé à discuter. J'étais un peu découragé, puis elle m'a relancé en me proposant une nouvelle qu'elle avait déjà écrite, qui s'appelle Que dire, point d'interrogation. Le problème, c'est que je trouve qu'elle a une écriture tellement parfaite que est-ce que c'est une écriture qui a besoin d'un complément graphique? Et puis finalement, en la lisant, en la relisant, les personnages sont apparus, j'ai commencé à faire quelques esquisses, et puis finalement c'est venu, et c'est bienvenu. Et puis c'était une expérience très confortable, je dirais, parce que voilà, j'étais sûr de l'écriture. Et du coup, il n'y avait plus qu'à dérouler le dessin et ça s'est fait de manière assez fluide. Déjà, c'est une vision pour moi qui, jusqu'à très récemment, se faisait en noir et blanc, ou noir, gris et blanc. Parce qu'il y a tellement de lumière que, quelque part, la couleur s'estompe, même le ciel qui est très bleu, comme aujourd'hui. En revanche, le gris, en tant que dessinateur, est important parce qu'il permet de créer des ombres, des perspectives. Ma vision, elle est assez contrastée de Marseille dans le sens ombre et lumière. Après, sur mon dernier opus qui s'appelle Quartier réservé, mais qui se passe dans les années 1920, qui parle du fameux quartier réservé qui a été détruit par les Allemands, j'ai opté pour mettre de la couleur. Et ça a été, je le dis parce que ça a été d'après une suggestion d'Emmanuel qui m'a dit « Tiens, pourquoi tu ne mets pas de couleur dans tes livres ?» Et je lui ai dit « Tiens, pourquoi pas, je vais essayer. » Et finalement, ça le fait bien. Donc, une Marseille contemporaine, on va dire, en noir et blanc, noir, gris et blanc, et puis une Marseille d'autrefois que j'ai mise en couleur. Voilà. Mais les deux fonctionnent, j'ai l'impression. Voilà, ce sont Nicolas Laffitte et Pierre Morales qui ont recueilli les propos de Jean-Marc Pontier. Ouais. Je vous laisse rebondir si vous avez envie. Oui, j'aime beaucoup travailler avec Jean-Marc. C'est un ami de longue date. Et c'est vrai que quand on était étudiant à la fac d'Aix en lettres, avec un troisième comparse qui est poète, qui s'appelle Olivier Domergue et qui est, à mon avis, un de nos grands poètes contemporains, on avait fondé cette espèce de association, autres et pareils. Donc effectivement, ça vient d'un poème de Beckett que je cite dans la 13e heure d'ailleurs. Donc du coup, ça fait un écho à Oh les beaux jours. On est très beckettien aujourd'hui. Et avec cette idée l'idée, c'était juste de faire des choses ensemble. Voilà. Et l'association a duré très longtemps. Elle est un peu en sommeil aujourd'hui. Et Oh les beaux jours, c'est un chapitre d'Arcadie. Et oui, c'est vrai, c'est un chapitre d'Arcadie aussi. Alors Marseille, on va parler de Marseille, mais d'abord, il faut introduire Rebecca Liguieri, parce que Que dire, donc ce roman graphique que vous avez publié ensemble à partir de l'une de vos nouvelles, est signé Jean-Marc Pontier et Rebecca Liguieri. Alors comment et quand est-elle arrivée, Rebecca Liguieri, Emmanuel Baya-Mactam? Alors, elle est arrivée il y a 10 ans, Rebecca, à un moment où j'étais publiée par POL depuis 1996, mais sans grand succès. Ça restait un peu confidentiel, mes publications, et du coup, de dépit presque, je me disais, toi aussi tu peux écrire un best-seller, tu vas y mettre tous les ingrédients qui marchent, du sexe, des homicides, du glamour, et tu vas être très riche. Et du coup, Rebecca fera vivre Baya-Mac. Enfin, bref, j'ai l'air de parler de moi à la troisième personne, mais il n'y a pas de schizophrénie. Alors, j'ai écrit un roman qui s'appelle Husbands, qui est une sorte de polar marseillais, que j'ai fait lire à une de mes sœurs, d'ailleurs, qui est là, et qui m'a dit que c'était vraiment pas bien. Donc, je l'ai remisé dans mes tiroirs et je l'ai quasi oublié pendant 1 an, parce que c'est une très bonne lectrice, cette sœur. Mon autre aussi, d'ailleurs. Donc, bref. Et en fait, ensuite, je l'ai exhumé de ces tiroirs, je l'ai relu, et je me suis dit qu'en définitive, quand même, ça tenait la route. Et je l'ai proposé à un autre éditeur que POL, qui a été enthousiaste, qui voulait en faire son livre de la rentrée, qui était sur le point de me payer un avaloir, de me verser un avaloir. Et là, je me suis dit, je vais quand même appeler Paul Oczakowski-Laurence pour lui demander son avis. Et là, en fait, ça s'est très mal passé. Enfin, lui était furieux que j'envisage de publier ailleurs, quand bien même ce serait un polar marseillais, quand bien même je lui disais mais que c'était pas pour POL. Non, lui, a voulu le lire, l'a aimé, l'a publié chez POL. Et Rebecca Liguieri est née comme ça. Et depuis, en fait, alors ce que j'ai constaté, c'est que
même si ce premier roman, je pense, n'est pas le plus abouti de ce que j'ai pu écrire, a des faiblesses, il a complètement découpillé mon écriture. C'est-à-dire que depuis que j'ai écrit ce livre, dans une liberté quasi totale, cette liberté, en fait, elle a profité à tout ce que j'ai pu écrire par la suite. Et à partir de 2013, j'ai commencé à écrire de façon, je répète, plus libre, en ne m'interdisant plus grand-chose. Et que ce soit Bayam Akhtam ou Liguori, voilà, il me semble que j'assume davantage mon goût du romanesque. Enfin bref, donc Rebecca Liguori, pour le faire simple, c'est la version pop d'Emmanuel Bayam Akhtam, et il se passe avec cet alias des choses qui se passent pas pour mes autres livres. Il me semble que c'est lu par j'ai un public un peu différent, et de fait l'écriture est un peu différente, hein. Quand je sais que ça va être du Liguori, je scénarise, j'ai mes péripéties en tête et je pense aux scènes, et quand c'est du Bayam Akhtam, comme je vous disais tout à l'heure, rien n'est prémédité, rien n'est prévu, je pars avec 3 fois rien et ça déroule, et je sais plus là encore ce que je voulais dire. Mais il y a quand même quelques points communs. Mais bien sûr, la famille et la vie est mal faite aussi, encore. Oui, Liguori illustre elle aussi le fait que la vie soit mal faite. Alors il y a parfois Marseille chez Emmanuel Bayam Akhtam, Je viens par exemple, dont on parlait tout à l'heure, mais Marseille est vraiment pour le coup un terrain pour Rebecca Liguori, dans plusieurs Rebecca Liguori en tout cas. Donc que dire se passe à Marseille, Salvatore et Alice se rencontrent au Palais Longchamp, et puis dans Il est des hommes qui se perdront toujours, la ville est vraiment très importante. Marseille, donc vous y êtes né, vous avez passé 23 ans, notamment dans ce quartier du Palais Longchamp. Quel est votre rapport à cette ville ? Alors c'est vraiment la seule ville dont je puisse me targuer d'avoir une connaissance intime. C'est la seule ville dans laquelle d'ailleurs je ne me perds pas, je me repère, je connais les rues. Cela dit, elle a beaucoup changé, hein. J'en suis partie, j'avais 23 ans, j'en ai 57, donc je vous laisse imaginer. Mais quand même, le lien demeure d'autant plus que j'y retourne souvent, que j'y ai beaucoup de familles, d'amis, etc. Et comme j'en suis partie, je suis frappée par des choses qui peut-être ne frappent plus les Marseillais, par l'étrangeté de cette ville en fait, même si je peux pas forcément le théoriser ni le formuler de façon claire. C'est vraiment une ville étrange. On n'est pas en province quand on est à Marseille. On est pour moi, dans une espèce de territoire qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc voilà, j'ai un lien très intime à la ville. Et le Marseille qui est dans vos livres, c'est pas forcément le Marseille de la mer. Et dans Il est des hommes qui se perdront toujours, par exemple, vos personnages vivent dans une cité qui s'appelle dans le livre Cité Artaud, qui est adossée au massif de l'Étoile. Et entre la cité et la colline, il y a un bidonville où vivent des gitans, et il faut la finale de la Ligue des Champions, celle-là même dont on vient de fêter les 30 ans, pour que tout le monde se mélange. Il y a une scène assez extraordinaire sur cette finale dans ce livre où Rudy raconte à son copain Karel, qui est le narrateur, on voulait toucher la mer, va savoir pourquoi, mais c'est comme si tout le monde avait eu la même idée, comme si on pouvait pas la célébrer autrement, cette putain de victoire. On n'est pas Marseillais pour rien, faut croire. On vient de la mer. Et dans les moments comme ça, on y retourne. Il y a même des fadas qui ont fini la nuit dans le Vieux-Port. Alors, je n'y étais pas. J'avais quitté Marseille, et pourtant, c'est comme si j'y avais été, parce que, voilà, j'ai entendu tellement de récits de ce moment, que j'ai quasi l'impression d'y avoir assisté. Je pense que ça a été effectivement un moment de liesse, qu'on a pu connaître ensuite en 98, bien sûr, hein, et quelque chose de très beau, de très fédérateur, une espèce de joie très pure. Je regrette vraiment de ne pas avoir été à Marseille à ce moment-là. Et bon, c'est vrai que moi, dans le récit, j'ai fait coïncider ce 26 mai 1993 avec la défloration de mes 2 personnages. Voilà. Le but de Bolie coïncide avec la défloration de Cheyenne, et je trouvais que c'est une bonne idée romanesque, mais bon. Alors on reste à Marseille, on va passer maintenant quelques minutes dans un lieu qui n'est pas très très loin d'ici, un lieu qu'on retrouve dans Il est des hommes qui se perdront toujours, et où se sont rendus Pierre Morales et Nicolas Lafitte. On arrive à l'Unique, qui est vraiment au cœur de Marseille, juste à côté du Vieux-Port, au début d'une petite rue quasi piétonne. L'Unique, c'est un endroit, c'est un lieu
quand on habite à Marseille que l'on repère très vite parce que c'est un des derniers bars ouverts dans le centre-ville la nuit. Alors on va aller voir l'ambiance qu'il y a. Vous connaissez bien cet endroit ? Absolument pas. C'est la première fois que je viens. Pourquoi vous êtes venu là ? Le nom, l'unique, ça donne envie de venir. Mais il y a un truc, sociologiquement c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait il y a des photos personnelles. Il y a des vieilles affiches de Bilal, qui est un dessinateur de BD que j'adore, mais qui sont vraiment vieillies. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont là depuis au moins 20 ans. Il y a des petites statuettes, il y a des petits ballons gonflables avec écrit Love, et puis des cœurs, et puis des fantômes de Halloween alors qu'on est en mai. C'est-à-dire que c'est une déco très mélangée qui fonctionne en toute saison, à toute époque, sans jamais la changer. En fait, j'ai l'impression qu'on rajoute des choses au fur et à mesure depuis des années sans jamais enlever quoi que ce soit. C'est quoi que vous préparez ? C'est les caipis avec de la glace pilée du coup. Qu'est-ce qu'on boit le plus ici ? Caipis, spritz, mojito. Là, vous êtes seul. Voilà. Vous avez pris le journal. Ouais, je regarde le journal 2 secondes parce que pour le lire, on fait vite, quoi. Vous habitez dans le quartier ? Oui, pas loin, 100 mètres, rue de la Paix. Il y a très longtemps que je viens ici, dans ce bar. Je suis pas un pilier de bar non plus, hein, mais j'aime bien des fois m'arrêter, je bois une bière ou un café, ou on se fait des bisous avec la propriétaire, elle est super sympa. Voilà. Est-ce que ce qui fait peut-être le charme de cet endroit, c'est justement cette propriétaire aussi ? Ah oui, bien sûr. Elle est très particulière, elle est unique. Elle est unique. Je l'adore d'ailleurs. L'ambiance ici, elle est unique, le bar porte bien son nom, enfin moi je trouve. On rencontre beaucoup de monde tout le temps, des nouvelles têtes, des gens très sympas, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vraiment, il y a des profils super différents et très intéressants. Moi, je viens en famille, je viens entre amis, et puis parfois seul. Toujours des rencontres à faire, très intéressantes et très différentes. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose ? Toi, tu viens souvent ou pas ? Oui, tous les jours. Tous les jours, carrément ? Oui. Et là, tu manges des frites. Et qu'est-ce que tu bois ? Sirop de fraise. Sirop de fraise, ok. Bonne frite, hein. Je suis comédien à côté, mais comme tous les comédiens, je suis aussi barman forcément, parce que voilà, besoin de travailler, on n'a pas toujours des contrats. Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent en fait ici, que ce soit des comédiens, on a l'opéra après à côté, donc tous les gens de l'opéra, les musiciens, les danseurs, etc. viennent souvent aussi ici. Enfin, c'est l'Unique. En fait, l'Unique, ça reste une institution à Marseille. Peu importe où tes yeux se posent, tu auras toujours quelque chose à regarder. C'est un endroit qui perpétuellement se remplit. Qu'est-ce qu'il y a de Marseille ici ? Déjà, Marseille, c'est une ville en dehors de la France. Et l'Unique, c'est le bar en dehors de Marseille. Donc c'est vraiment un microcosme pour moi ici. Le mélange des gens dans ce bar-là, pour moi, est le même que dans la ville en fait. On croisera tout le monde, c'est éclectique, on va croiser le cramé qui va parler avec la petite vieille à côté, et puis ça pose pas de problème, quoi. C'est jusqu'à ce que des fois ça parte en couille à 4h du matin. Je ressors du parc qui emprunte le boulevard Longchamp puis la Canebière, me laissant porter vers la mer sans trop réfléchir. Il est tard, tous les bars sont fermés, sauf l'Unique, où je m'installe en terrasse. Autour de moi, la faune habituelle, dont quelques visages vaguement familiers, des gars qui m'ont offert des coups et à qui j'en ai offert à cette heure avancée de la nuit et de l'ivresse qui incline à la générosité, à la volubilité aussi. Je me suis parfois retrouvée à raconter ma vie à de parfaits inconnus, sauf que bien sûr ce n'était pas ma vie. Je suis comme mon père, j'aime inventer des cracks.
sans compter que ma vie ne gagne pas à être racontée. L'Unique ferme à 4 heures. Si je veux me mettre une race, j'ai 2 heures devant moi. En attaquant avec les alcools forts sans passer par la case Amstel, c'est largement jouable. Et qui sait, avec un peu de chance, je vais peut-être mettre le grappin sur une jolie fille déjà bien empéguée, que je n'aurai pas besoin de travailler beaucoup pour qu'elle me suive dans un hall d'immeuble. J'en connais un très bien rue d'Italie. Ça, c'est une scène donc d'Il est des hommes qui se perdront toujours. C'est un peu avant la bascule du roman. Complètement, ouais. Alors, plusieurs choses à dire. Hein. Enfin, je suis ravie là, des images qu'on vient de voir de l'Unique. Alors, comment dire ? Bon, d'abord, moi, je n'écris que dans les cafés. C'est même pas vélovien. Dès que je rentre dans un café, j'ai envie d'écrire. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai quelques cafés à Marseille où je travaille, d'autres à Paris, d'autres à Villejuif. Mais l'Unique, j'y allais jeune fille, j'y ai vécu des choses un peu similaires à ce que je raconte dans « Il y a des hommes qui se perdront toujours », mais je n'y étais pas retournée depuis très longtemps. Et puis, il y a à peu près 1 an, j'y suis allée, je m'installe, je commence à écrire, enfin, je sors mon ordi, je travaille, et au bout d'un moment, des clients commencent un peu à me chauffer, à me charrier, en me disant « Ah, vous écrivez un livre, oui, vous allez nous mettre dans votre livre, oui. » Et puis au bout d'un moment, je leur dis « Mais je l'ai déjà fait, vous mettre dans un livre. » Et là, Dominique, qui est donc la patronne extrêmement charismatique de l'Unique, me regarde et me dit « Ah, c'est vous !» Et en fait, elle avait lu le livre, qui pourtant ne présente pas l'Unique sous un jour très glorieux. Elle l'avait aimé. Et donc moi, j'ai vraiment connu une espèce d'épiphanie dans ce café, parce que tout d'un coup, ça avait du sens que j'ai pris ce pseudo pour écrire des choses plus populaires et plus accessibles, puisque finalement, et Dominique, et certains de ses habitués, et des serveurs et des serveuses de l'Unique avaient lu ce livre et l'avaient aimé. Donc depuis, j'y retourne et j'y travaille, et elle est très contente, enfin j'espère, de m'y voir. Et effectivement, ce que disait le monsieur à la fin, le fait qu'à Marseille, on n'est pas tout à fait en France, et à l'Unique, on n'est pas tout à fait à Marseille, oui, je vois, oui, il y a quelque chose de singulier dans cet endroit. L'écriture dans les cafés, ça a toujours été comme ça, que dans les cafés ? Oui. Ouais. Un peu en médiathèque ou bibliothèque, mais oui. Pour être, en fait, d'abord parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où si j'avais attendu que les conditions de l'écriture soient réunies, à savoir un bureau du silence, ben j'aurais jamais écrit. Donc il fallait que je puisse écrire n'importe où. Et puis maintenant, finalement, je vois bien aussi ce que ça apporte à mon écriture en termes d'élan, d'énergie. Je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, je suis dans la vie, je peux m'interrompre, parler avec des gens, retourner à mon travail, rien ne me dérange. Les gens peuvent chanter, danser, je peux même écrire pendant qu'il y a des retransmissions de matchs de Coupe du Monde. Je l'ai fait, je le referai, et vraiment, c'est mon lieu. Je dis c'est depuis toujours, mais en fait, c'est quand le toujours Emmanuelle Bailly-Mactam ? À 6 ans, non. Non, mais vraiment. C'est, je pense, alors, chronologiquement, il y a la lecture, l'expérience décisive dont je vous parlais, et puis très vite, aimant lire à ce point, je pense que j'ai voulu et cru possible d'écrire et de provoquer chez les autres ce que la lecture provoquait chez moi. Donc j'écrivais des poèmes, je tenais mon journal, puis j'ai écrit un roman, puis un deuxième, et POL a publié le 3e. C'était donc en 1996, c'était Raies de cœur, qui est ressorti tout récemment en format poche, et nous allons accueillir pour nous rejoindre Frédéric Boyer, donc, qui dirige depuis 2018 les éditions POL, fondées en 83 par Paul Oczakowski-Laurence. Bonjour Frédéric Boyer. Bonjour. Vous étiez édité vous-même chez POL avant d'en devenir directeur. Que dit de cette maison le fait qu'Emmanuelle Bailly-Mactam y soit édité depuis toutes ces années ? Bon, non mais d'abord votre entretien a montré plein de choses. Emmanuelle, vous l'avez dit, Paul publie le premier livre publié par Paul, c'est en 96, c'est Raies de cœur, c'est à la rentrée littéraire de 96, et ça donne quelque chose. Donc la rentrée littéraire, c'est en septembre. Les éditeurs mettent beaucoup à ce moment-là, parce que c'est la saison des prix littéraires. Et Paul c'est assez représentatif de lui, de son courage et de ça. Décide cette année-là de publier 3 premiers romans. Donc Raies de cœur d'Emmanuelle Bailly-Mactam, Truisme de Marie Dariussec et Dans ma chambre de Guillaume Dustan. Et ces 3 auteurs, tous les auteurs sont importants dans la maison, mais avoir fait paraître
3 premiers romans, et les 3 premiers romans de ces 3 auteurs-là, cette année-là, c'était effectivement un acte à la fois courageux, risqué et surtout très très joyeux. Et alors Truisme a eu, vous le savez, un succès immédiat. Guillaume Dustan, son œuvre est très importante et Emmanuel tout à l'heure a dit que ses livres au début n'avaient pas de succès. Tu peux le dire. Ça lui ressemble pas de dire ça, ça va pas. Non, mais en fait, patiemment, cette œuvre s'est développée et pour moi, c'est vraiment une œuvre extrêmement originale dans la littérature contemporaine. C'est une œuvre romanesque extrêmement cohérente, mais je crois que c'est tout ce que vous avez dit l'a prouvé. D'abord par ses figures, ses obsessions, ses thèmes dont vous avez parlé, je ne vais pas y revenir, j'en parlerai moins bien que vous sûrement, mais aussi c'est une véritable écriture romanesque contemporaine qui a une grande plasticité. Moi je trouve que je veux dire un truc, peut-être ça va la faire sursauter, mais il y a quelque chose un peu d'hugolien dans son écriture aujourd'hui. Et c'est assez rare. Moi, je ne connais pas trop d'exemples. Et c'est un monde romanesque qui a une grande cohérence, qui parle du monde. Elle le dit pas assez, je trouve, qui parle du monde d'aujourd'hui, mais qui parle aussi de ses obsessions, et qui a une prise sur ce qu'est la littérature, sur un certain bonheur qu'apporte la littérature, et surtout une exploration du langage. À la fois des échecs, des erreurs, tout ce qu'elle a dit, mais aussi de la fête, parce que même dans les romans terribles ou très noirs, même comme Il est des hommes, il y a quelque chose d'extrêmement énergique, joyeux, voilà, dans ces romans. Voilà. Alors elle est, c'est un des auteurs dans la maison qui est très important, mais il a fallu quelques années, depuis 96, pour que cette œuvre se développe, se cherche, se trouve. Elle est passée par l'hétéronyme Rebecca Alighieri. Il n'y a pas longtemps, elle m'a annoncé qu'elle allait prendre un 3e hétéronyme. Donc là, c'est pour ça que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va faire, mais voilà. Alors, là, il faut vous expliquer, là. Parce que... Est-ce qu'il va y avoir un 3e? Ouais, non, c'est compliqué. Puis surtout, ça me perturbe tellement que je vais probablement très mal en parler. Donc voilà. Là, j'écris, puisque j'alterne, et que la 13e heure, c'était Bayamack, vous aurez compris que là, j'écris un Alighieri. Sauf qu'en fait, je ne sais plus si c'est un Alighieri ou un Bayamack. En fait, les deux se mélangent. C'est très perturbant. Et donc, j'ai dit à Frédéric, la seule solution, c'est que je prenne un 2e pseudonyme pour publier cette espèce de C'est-à-dire, il y a plusieurs hypothèses. Soit elle est dans une sorte de transition, comme on dit aujourd'hui, à travers ces deux. Ouais. Soit elle est, voilà. Non, mais, enfin, on va pas en parler là, mais c'est pour dire aussi que c'est pas, d'abord, Paul aussi, comme tu l'as raconté, Paul aussi a eu ce culot-là de dire, mais faisons-le, il l'a fait avec la grande sincérité qu'il avait. Et il avait raison, et du coup, je trouve que ça a provoqué quelque chose, même dans la maison d'édition, on en parle souvent. Alors là, elle l'avoue enfin, mais c'est vrai que, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il y a une espèce de contamination, mais qui est plutôt, je trouve, joyeuse et bénéfique, entre ces deux écritures, ces deux formes, Et là, aujourd'hui, évidemment, elle va avoir à régler quelque chose de très important, on verra. Non, mais c'est assez unique aussi, aujourd'hui, dans le roman contemporain, de prendre un pseudo pour faire une autre œuvre, et finalement, je crois qu'au début vous avez joué le secret, pseudo, le secret. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. Non, ça a tenu quelques mois. Et en fait, c'est assez rare parce que maintenant elle l'assume, et les lecteurs, c'est vrai, et les lecteurs d'Emmanuel et de Rebecca l'assument aussi. Moi, je connais plein de libraires qui en parlent, tout le monde le sait maintenant, c'est plus un secret, et ça donne quelque chose à cette œuvre d'original, vraiment. Oui, d'ailleurs, au début de vos livres, on a Emmanuel Bayangtam publié aussi sous le nom de Rebecca, et inversement. Donc, effectivement, c'est très clair pour tout le monde. Cette histoire du succès, quand même, au-delà de la blague, peut-être on peut s'y arrêter 2 secondes, parce que c'est vrai que, en fait, quand on remonte le fil de la publication de vos livres, on voit que, en fait, dès le début, il y a quelques articles qui pointent la singularité justement de votre écriture, et puis au fur et à mesure, il y en a de plus en plus, en fait, donc ça grossit quand même. Et puis, alors semble-t-il, enfin en tout cas, les prix, ils arrivent avec Si tu n'as pas péri, voilà. Et ça, est-ce que vous êtes, enfin, quel regard vous portez là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord finalement avec les jurys de prix littéraires qui ont commencé à vous récompenser, à vous distinguer à ce moment-là? Est-ce que Oui, parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si tout n'a pas péri avec mon innocence, je l'ai publié en 2013 en même temps qu'Asbuns, donc un livre sous un nom, un livre sous un autre, publié la même année. Mais en fait, j'avais écrit l'un, puis l'autre. Et Si tout n'a pas péri avec mon innocence, je pense vraiment
que ça a profité de la liberté que je m'étais autorisée sous mon pseudonyme. Et depuis, je trouve mes livres plus réussis, plus aboutis. En tout cas, ils correspondent mieux à ce que j'ai toujours voulu faire. Ça ne veut pas dire que ceux que j'ai publiés avant 2013 sont bons à mettre au pilon, quoique. Mais non, voilà, en tout cas, pour moi, oui, je trouve assez juste que la reconnaissance et la visibilité soient arrivées à ce moment-là. Et est-ce que vous écrivez, réécrivez beaucoup Emmanuel Baya-Mactam, Rebecca Liguiri d'ailleurs? Est-ce que justement, puisqu'on parle là des liens avec l'éditeur, avec la maison d'édition, est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges ou pas? Non, il n'y a pas beaucoup d'échanges avec l'éditeur. Alors, non, juste une chose. Moi, j'écris, je commence par la première phrase et je termine par la dernière en principe, mais j'avance très lentement en laissant derrière moi quelque chose que je juge achevé. Après, il n'y a que du resserrage de boulons. Et quand je soumets le texte à Frédéric, de la même façon que quand je le soumettais à Paul Tchaikovsky-Laurence, à mon sens, il est terminé. Après, s'il y a des suggestions, je les prends, mais il n'y a pas de va-et-vient entre Frédéric et moi. Non, mais alors, on en a parlé ce matin un peu, ouais. C'est un peu un des principes de cette maison que Paul a institué. C'est pas de ne pas retravailler, c'est pas tout à fait ça, mais c'est d'abord le premier devoir d'un éditeur quand il y a un manuscrit, c'est d'essayer de comprendre et de s'intéresser à ce qu'il lit. C'est la moindre des choses, mais ça paraît bête, mais en fait, c'est pas si facile que ça à faire. Et ce que vous devez publier, c'est la découverte, si vous lisez quelque chose et vous dites bon il faut tout réécrire, personnellement je trouve pas ça intéressant, je crois que Paul ne le trouvait pas non plus, et donc les choix de cette maison vont vers des œuvres, des textes donc qu'on a envie de publier. Alors après on peut discuter, même les auteurs parfois peuvent poser des questions, Emmanuel peut poser des questions et on en discute, mais l'idée c'est effectivement de publier des œuvres avec parfois on peut avoir des questions, même des surprises, même parfois on peut être dérangé par quelque chose, mais comme le disait Paul Tchaikovsky, finalement à la relecture, après, on s'aperçoit toujours que ce qui nous avait dérangé, finalement, c'était la petite différence qui donnait au livre et au texte ou à l'écriture son importance. Ouais. Ça s'était passé comment pour le tout premier, pour Redeker, Emmanuel Baya-Mactam? Très simplement, effectivement, je lui ai envoyé mon manuscrit et il m'a répondu quelques semaines plus tard. Et il n'y a pas eu d'anecdote particulière, si ce n'est que on en parlait ce matin, mais je pense que la plupart des gens qui sont ici maintenant n'étaient pas là ce matin. C'est vrai que c'était un sacré bonhomme, que c'est une rencontre importante et qu'il nous manque beaucoup. Alors vos romans sont publiés chez POL, vos pièces de théâtre aussi. Il y a eu Le Triomphe en 2005, Mon père m'a donné un mari en 2013, À l'abordage, publié en 2021, joué au Théâtre de la Tempête, mise en scène par Clément Poiré. Le Théâtre de la Tempête et Clément Poiré que vous avez retrouvé depuis quelque temps, puisque vous travaillez sur une autre pièce, un autre projet ensemble. On va avoir un aperçu grâce à Pierre Morales qui s'est rendu au Théâtre de la Tempête dans le Bois de Vincennes à Paris il y a quelques jours. On regarde et on en parle après. Emmanuel avait cette envie de la rencontre d'une troupe. Qu'est-ce que tu crois? Que t'es le seul à éprouver une difficulté d'être? Tout le monde souffre affreusement d'être soi, Michael. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. C'est comme ça qu'on s'est lancé aujourd'hui dans Autopsie mondiale ou La joie de n'être rien. Un texte qu'elle a écrit donc sur Michael Jackson et Britney Spears. Ce qui est vraiment réjouissant là, c'est l'idée qu'il y a ce désir fort chez Emmanuel et ça trouve écho chez moi, c'est-à-dire d'entrelacer ces deux activités qui n'en sont qu'une. C'est remettre l'autrice et l'écriture au cœur des théâtres vivants. Oui, Michael, abreuve-nous, arrose-nous, ton sang c'est la fontaine ardente du bonheur. Au cœur de ce travail de répétition et d'élaboration, et inversement, les acteurs un peu au cœur du travail de conception. On a toujours peur que ça ôte de la liberté. Les auteurs, ils ont besoin de rester dans leur univers. Là, j'avoue qu'avec Emmanuel, c'est une grâce parce qu'elle est si libertaire, si indépendante, si puissante aussi, tout simplement, dans son univers, dans ce qu'elle raconte, qu'elle peut absolument accepter cette vie-là qui surgit et qui est désaccordée. C'est-à-dire, évidemment, un acteur n'est pas exactement la vision fantasmée d'un personnage. Elle peut, comment dire, les prendre avec elle et grandir avec ça tout en gardant son entière liberté. Ça, c'est vachement beau à voir. Les singularités de l'écriture dramatique, c'est que c'est pour être dit. Ce qui est joué n'est plus à dire. La manière dont les choses sont dites oriente un peu la manière dont on peut écrire la suite, d'une certaine manière. Voilà.
Donc c'est ça notre rôle, c'est vraiment nous faire un peu les marionnettes de son écriture pour qu'elle puisse voir là ce qui se passe là. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'il y ait aussi dans l'écriture quelque chose qui soit plus sensoriel, de l'ordre de la perception. Je suis sûr que c'est le cas déjà dans l'écriture, mais là c'est avec un appui concret fort, c'est-à-dire les corps. Pourquoi Michael Jackson et Britney Spears? Ils sont d'extraordinaires images déformantes dans lesquelles on peut se regarder, quoi. C'est des miroirs fêlés. Ils sont tous les deux des enfants maltraités. Il y a quelque chose de fort chez Emmanuel de ce rapport à l'enfance et de ce rapport aussi à l'enfance difficultueuse comme ça. Et ils sont tous les deux des figures comme ça qui sont restées coincées dans la mue, qui n'ont jamais réussi à accomplir leur passage à l'âge adulte réellement, ce qui en fait un peu des monstres. C'est-à-dire cette espèce de hyper-adolescent, quoi, maladif. Et ils sont aussi à cet endroit de bascule que Emmanuel appelle d'une certaine manière la fin de l'innocence, c'est-à-dire ils ont été des idoles et puis ils se sont effondrés. À un moment, ce qu'on mettait très au-dessus, quoi, comme des demi-dieux, est devenu un kidam qu'il fallait juger avec les mêmes critères que les autres êtres humains. Presque tout le monde a dansé sur Michael ou Britney. Et ça, dans la vie, ça prend une place qu'on met un peu sous couvert du divertissement, etc. Mais en fait, c'est des moments d'incandescence qui sont extraordinaires. La culture pop, à cet endroit-là, c'est quelque chose à laquelle je pense Emmanuel rend de manière très paradoxale, dissonante, etc. C'est l'aide de noblesse dans l'importance que ça a dans notre vie pulsionnelle, quoi. J'en ai marre que des traves perchées sur des talons 12 viennent me donner des leçons de maintien. Dehors, les traves, les trans, tout ça. Je veux de la femme biologique, merci. Je suis pas transphobe. Je défends juste le territoire de la féminité. La féminité, c'est moi. Michael Michael arrête. Baby, can't you see I'm falling? A guy like you, baby, I'm calling. It's dangerous. Tu disais quoi? Qu'on ne peut pas danser avec ses talons, mais regarde. On t'aime, Michael. Alors Ouais, bon, bref, génial. Enfin, de toute façon, ils sont formidables. Moi, je pense que j'ai commencé vraiment à écrire du théâtre quand j'ai rencontré Clément Poiret et qu'il m'a passé commande d'un abordage. Donc là, le peu que vous avez vu et qui, j'espère, vous donnera envie de voir la pièce quand elle va être créée, c'était notre première lecture à la table. Et en fait, moi, j'avais depuis très longtemps, j'ai envie d'écrire sur Michael. Michael Jackson, de toute façon, traverse un peu tous mes livres. Et quand j'ai rencontré Pierre-Adrien Lefebvre, que vous voyez là, alors malheureusement, il chante du Britney et pas du Michael, mais bon, vous avez compris, c'est lui mon Michael. Quand je l'ai rencontré, d'abord c'est un comédien extraordinaire, et quand il m'a dit qu'il connaissait toutes les chorégraphies, toutes les chansons de Michael par cœur, j'ai osé passer à l'acte et me lancer dans cette pièce qui s'appellera en définitive Autopsie mondiale, et qui part en fait du duo que Britney Spears et Michael Jackson ont fait le 10 septembre 2001 à New York. Voilà, parce que sachez que le 11 septembre 2001, Michael s'en fout, et donc tout part de cette espèce de scène matricielle avec Britney et Michael qui chantent The Way You Make Me Feel. Et voilà, et puis j'ai intégré aussi à la pièce tout ce qu'on sait depuis que Michael est mort, le fait que c'était probablement un prédateur sexuel, qu'il y a des radios qui l'ont annulé, donc la pièce parle de ça. Et ce que disait Clément Poiret sur l'écriture, c'est-à-dire je crois que vous avez été vraiment très proche, enfin il y a quelque chose qui, l'écriture s'est fait au fur et à mesure, c'est ça? En fait, j'ai fait la même chose pour à l'abordage, j'arrive avec une première mouture du texte, on auditionne les comédiens, on les choisit, on lance les lectures, les répète, et moi, je retravaille le texte en fonction des comédiens qui vont créer le rôle, et en intégrant parfois des propositions à eux, des suggestions, en entendant leur voix. Là, enfin, j'ai l'impression d'avoir une Rolls entre les mains. Enfin, François Chary, Louise Coldefy, Mathilde Auneveu, Pierre-Adrien Lefebvre, je crois que je peux leur demander beaucoup, et du coup, le texte, enfin, j'ai rajouté un tiers de texte. Et ce qu'il disait sur le fait de voir ces personnages s'animer, qui sont nécessairement pas exactement ce que vous avez en tête au tout début, parce que, enfin, quoique là, comme c'est noué, peut-être que si, en fait. Mais qu'est-ce que ça
Qu'est-ce que ça fait? Ça vous plaît? On a l'impression que ça vous plaît beaucoup, en tout cas, justement, de voir ces personnages prendre vie sur scène. Oui, non, c'est extraordinaire. Et je me rappelle le soir de la première d'À l'abordage. Enfin, c'est vraiment une émotion hors du commun. Mais c'est ce que faisait Marivaux, hein, écrire en connaissant la troupe, en écrivant tel rôle pour tel comédien, telle comédienne. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai envie d'écrire, en tout cas, pour ce qui est du théâtre. Et du coup, autant l'écriture des romans, c'est quand même une entreprise très solitaire. Là, il y a une dimension collective, jouissive, festive. Voilà, on a prévu que chaque représentation se termine par un set sur scène où les spectateurs seront invités à venir danser sur exclusivement du Michael Jackson et du Britney Spears. Et c'est très juste ce qu'il dit, que finalement on a tous dansé au moins une fois sur l'un ou sur l'autre. Oui, leur chanson nous accompagne. Ouais. Et c'est aussi ça, on retrouve ça finalement un peu notamment dans la 13e heure, avec la partie Inde qui dit toujours il y a une chanson pour ça. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez Rebecca Liguiri, d'ailleurs, par exemple dans Il est des hommes qui se perdront toujours, cette espèce de bande-son de notre existence un peu. Et Michael Jackson et Britney Spears, ils sont dans la bande-son de l'existence de beaucoup de gens, a priori. Oui, effectivement, Inde, dans la 13e heure, elle dit qu'il y a une chanson pour toutes les circonstances et les occasions de la vie, et c'est vrai, enfin, faites le test, bien sûr. Et dans la 13e heure, autant je voulais que la première partie soit infusée de références romanesques, la deuxième, une espèce de mausolée érigé en l'honneur de la poésie, et la troisième partie balayée par des chansons populaires, de la variété, de la chanson réaliste, etc. Donc finalement, vous avez dit ça s'appellera Autopsie mondiale, point. Oui, Autopsie mondiale ou la joie de n'être rien. On hésitait et puis Qu'en pense l'éditeur? C'est compliqué les titres. Hein. Moi j'aimais bien le double titre, parce que ça correspond à quelque chose, je crois, du travail d'Emmanuel. Mais voilà, Autopsie mondiale, c'est très bien. Autopsie mondiale, ça. Finalement, voilà, on s'est décidé pour ce titre-là. Mais c'est vrai que ça a longtemps été. Voilà, il y a eu tellement de titres pour cette pièce. Il faut que je fasse un choix définitif. Et c'est Autopsie mondiale, je le dis aujourd'hui. Voilà. Bon, voilà. Donc, information pour La Tempête, où ce sera joué en septembre, c'est ça? Oui, la première aura lieu le 15 septembre et ce sera joué pendant 3 semaines, je pense. Et chez POL, ce sera en septembre aussi? Voilà, on sort le texte en septembre. Donc, vous avez là, en tout cas, une autrice qui a 2 identités, peut-être bientôt 3, voilà. Et qui publie des polars, des romans, et donc et maintenant du théâtre régulièrement, oui. Bon, je sais pas où ça va s'arrêter, mais on verra. Mais juste une chose, parce que vous avez énuméré tout à l'heure des titres de pièces que j'ai publiées chez POL, dont Le Triomphe. Et Le Triomphe, en fait, effectivement, on peut considérer que c'est du théâtre. Moi, j'avais rêvé que ce soit porté à la scène, mais c'était un dialogue posthume entre Artaud, Kafka et Nijinsky. Je pense que quand Paul Tchaikovsky-Lawrence a eu ça entre les mains, il a dû se dire que vraiment, pauvre fille, elle va au casse-pipe avec ce texte. Et de fait, c'était pas de la philo, c'était pas de la poésie, c'était pas du théâtre, c'était pas du roman. Et je pense que j'ai commencé à écrire vraiment du théâtre grâce à Clément Poiré. Et jusqu'alors, c'était autre chose. On sera là donc en septembre et ensuite on retrouvera Rebecca Liguiri ou quelqu'un d'autre. Il y a une question que je me posais, Emmanuel Bayamaktam, on a parlé des personnages récurrents, ceux qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Est-ce que vous savez déjà qu'on va les retrouver ou pas? Est-ce que vous y pensez à ces personnages entre vos différents romans? Là par exemple Sharon, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Est-ce qu'on va la retrouver bientôt? Alors non, je pense pas du tout à mes personnages entre 2 romans, parce qu'en fait ils n'existent pas, hein, sachez-le. Donc voilà, une fois que le livre est fini, je l'oublie. Mais c'est difficile à savoir. J'avais un vrai désir de retrouver Farah quand j'ai commencé la 13e heure, ce qui peut-être d'ailleurs créer un effet trompeur, comme si j'avais réécrit un peu le même livre. Mais je pense que j'en ai fini avec Farah. Après, on verra. Sharon, en revanche, il y a de fortes chances pour qu'elle revienne. Inde aussi. Et vous, Frédéric Boyer, il y a des personnages d'Emmanuel Bayamaktam que vous avez envie de retrouver? Oui, non, mais il s'en fout, en fait. Non, mais oui, si. La non, liberté, mais de toute façon, non, mais je m'en fous. Non, mais je m'en fous. Mais de toute façon, d'abord, chacun de ces livres, il y a plusieurs personnages qu'on retrouve. Donc, je suis persuadé que dans le prochain livre, il y aura plusieurs personnages. Et je trouve ça bien. Donc, je voulais juste dire sur les prix, parce qu'on l'a pas dit, quand même qu'elle a eu le prix du livre inter avec Arcadie et le prix Médicis avec pour la 13e heure. Pour la 13e heure, voilà. Donc Arcadie, c'est pas mal. J'ai jamais dit le contraire.
Il y a quelques semaines, quelques mois, POL a sorti en édition poche le premier, donc le tout premier. C'est le seul que j'avais pas lu. Ah, c'est pour ça. Voilà, que vous donc je l'ai l'avez ressorti sorti en poche, comme ça maintenant c'est mieux pour lire. Non, mais oui, on l'a ressorti, oui, parce que c'était bien de savoir d'où ça vient. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on a à cœur, que tous les livres soient disponibles tout le temps, ce qui est un vrai boulot, je vous le dis. Tous les livres que l'on publie sont disponibles. Et alors certains livres passent en folio, qui est l'éditeur de poche Gallimard avec qui on travaille effectivement. Et puis, mais tous les livres ne passent pas en folio. Et donc, comme Redker était épuisé, on a décidé de le ressortir dans cette très belle petite collection format poche avec une illustration de couverture pour en parler. Alors effectivement, POL a ressorti 2 romans en format poche, celui-ci, Redker, qui est donc le premier, mais aussi La Princesse 2. Et à chaque fois, j'ai sollicité un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eddy Dubien, qui est un artiste autodidacte dont on commence à pas mal parler, pour qu'il accepte de me céder, enfin de me vendre, voilà, c'est avec POL que ça se tracte. J'ai voulu, pour illustrer ces éditions de poche, des dessins d'Eddy, et celui-ci, moi, je le trouve pas particulièrement beau. mais celui qui illustre l'édition poche de La Princesse 2, vous l'aimez beaucoup, je crois. Ah oui, oui. Alors, on l'a pas là, mais... il est bien, j'ai dit... Ah bon. J'ai dit particulièrement beau, vous avez entendu quoi? Ah oui, d'accord. Ah! Mais oui, non, on n'a pas compris. Vous avez compris moche? Non, on a dit que tu l'aimais pas particulièrement bien. Ah non, non, voilà. c'est pas du tout. Non, mais non, je l'ai choisi entre Ah oui. Non, c'est une petite biche. Non, alors, par contre, si je peux me permettre, je n'aime pas du tout les couvertures folio, et celle-ci en particulier, vraiment, on n'en tire aucune conclusion sur les éditeurs. Ça n'est pas Sharon, donc cette personne qu'on voit là, c'est ça. Et là, je pense que la personne chez Folio n'a pas lu le livre, elle a tapé Marseille jeune, et elle a trouvé cette image qui sert d'illustration au folio, et c'est même pas la bonne colline. Je suis désolée, Frédéric. Donc voilà. Mais bon. Bon, en tout cas, on va... Vous pouvez effacer ça, c'est bien dire. C'est ça. On a des témoins. On voulait justement terminer avec le début. Emmanuel Maya-Mactam. Alors à cette époque, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de titre à vos chapitres. En tout cas, dans ce livre-là, le premier chapitre s'appelle juste 1. Et comme c'est le début, vous allez nous le lire. Bien sûr. Je ne savais pas que la vie serait aussi triste. Je jure que je ne le savais pas. Je jure que jusqu'à ces temps derniers, je conservais encore l'espoir que tout s'arrangerait. Pour peu que je fasse en moi je ne sais quelle table rase, pour peu que je trouve je ne sais quelle clé à l'ordre du monde. Je jure que si j'avais su, je n'aurais pas pris toute cette peine pour me donner un peu de plaisir, pas plus que je n'aurais cherché aussi frénétiquement à me cultiver, à me mouvoir, à me grandir. Mais voilà, je ne savais pas. Ou plutôt, à chaque fois que j'ai eu la prescience de cette tristesse, elle s'est trouvée irrémédiablement submergée par la houle joyeuse de la jeunesse. Je n'ai pas l'intention de raconter, ni d'expliquer quoi que ce soit. À mon sens, cela relève déjà d'une grande faiblesse que d'écrire, comme je le fais, à l'heure des bilans. Je redoute le caractère ridiculement tragique et inévitablement testamentaire que prend tout récit entrepris dans des circonstances aussi mortifères. Convenons donc que je n'écris ni ne raconte, que je me dresse au milieu des choses dites, semblables à elles et sans pouvoir sur elles. Juste une poignée de souvenirs, définitivement givrés, condensés autour de mes figures centrales, Késia, Syrie, Phénix, Lunmab. Juste la conviction d'avoir vu un instant briller quelque chose, mais c'était nulle part, dommage. Juste la volonté de n'être rien, ni homme, ni femme, ni fantôme, ni fantasme. Juste le double enseignement de la vie brève, que l'amour n'existe qu'à la condition de n'être pas payé de retour, que l'action ne doit avoir peur de rien et surtout pas de sa propre inanité. Juste une poignée de souvenirs et leur contraire, car il n'y a aucune raison de s'arrêter sur une case blanche quand la noire est si proche. Et ainsi de suite. En avant donc. Vous l'aimez toujours ? Alors, oui, j'aime beaucoup ce début. Je pense qu'une phrase comme « juste la volonté de n'être rien, ni homme, ni femme, ni fantôme, ni fantasme », en fait, c'est ce que j'ai décliné ensuite de livre en livre. Après, non, bien sûr, si je devais le réécrire, ce serait un petit peu différent. Mais oui, je l'aime toujours. En avant, donc.
Merci beaucoup Emmanuel Bayamaktam. Merci à vous. Frédéric Boyer.